comme si d'avoir à la fois un métier, un mandat, un engagement politique sur une élection et d'être mère de famille faisait de moi une cumularde. Certains m'accusent de plein de choses. Jamais on a dit de l'ancien maire les mêmes mots, alors même qu'il était radiologue, qu'il était père de famille, qu'il était maire, qu'il était président de la Civis et qu'il a même cumulé avec un poste de sénateur à une époque où c'était encore possible. Les hommes qui ont ce profil-là sont des hommes qui réussissent, des hommes ambitieux, des hommes capables. Les femmes qui ont le même profil, ce sont des gourmandes qui cherchent à tout avoir, des ambitieuses au mauvais sens du terme. Et heureusement que j'ai quelques militants qui disent quand même forme de bout. Bonjour Emeline Carmesi et merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Candidate Candidat. Bonjour. Une série d'entretiens pour écouter ceux qui briguent le prochain mandat aux élections, aux prochaines élections municipales. Vous vous présentez pour la mairie de Saint-Pierre et donc merci d'être avec nous aujourd'hui pour discuter de ça. Et nous serons aujourd'hui avec Franck Sellier pour m'accompagner. Bonjour. Donc oui, on va commencer par une question un petit peu intime, on la pose à tous les candidats, c'est l'origine de leur engagement. Vous, je crois que c'est un peu Patrick Le Breton qui cherchait des jeunes pour aller sur sa liste en 2020 et c'est comme ça que vous êtes rentré en politique. Mais s'il n'y avait pas eu Patrick Le Breton, est-ce que vous vous seriez engagé en politique et est-ce que vous vous seriez engagé ancré à gauche ? Alors, à gauche, je l'ai toujours été. Moi, j'ai commencé à voter à 18 ans tout pile avec mes parents qui m'ont emmené au bureau de vote. Et je ne me souviens pas d'avoir voté à droite ou à l'extrême droite depuis cette date. Donc, l'engagement et les valeurs étaient déjà présentes. Ensuite, moi je me souviens très jeune, à 14 ans, d'avoir été conseillère générale des jeunes, puis au lycée, d'avoir été au conseil de la vie lycéenne, au conseil de discipline. Je crois que j'ai été déléguée de classe dès mes classes de primaire, engagée syndicalement dans l'Union des jeunes avocats dans mes premières années de barreau. Donc finalement, l'engagement pour les autres, il a toujours été là. Est-ce qu'on peut dire que c'était déjà un engagement politique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avais déjà une conviction politique. Donc finalement, il n'y a pas véritablement de hasard. En 6 ans, vous avez un parcours qui est quand même assez fulgurant. Conseil municipal de Saint-Joseph, vos 2 victoires aux législatives, coprésidence du groupe La Gauche démocrate à l'Assemblée nationale, et maintenant vous vous présentez à la 2e plus grosse commune de Lille. Est-ce que vous avez l'impression pas, parfois de griller les étapes ou d'aller un peu vite ou est-ce que ça vous surprend ou pas? Alors, je ne sais pas si ça me surprend, mais en tout cas, je pense que la dissolution en 2024 a sûrement accéléré le processus. La faute au président de la République qui pensait récupérer une majorité et qui finalement a propulsé des dizaines de députés sur la scène municipale, puisque ces élections avaient été en quelque sorte municipalisées par les maires en place. En tout cas, à Saint-Pierre, moi, c'est ce que j'avais ressenti. On avait beaucoup dit en 2024, si Emeline Carmesi gagne, elle se présentera aux élections municipales. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas un projet. C'était une demande d'une partie de la population, mais en tout cas, ce n'était pas mon projet personnel. Et le résultat qu'on a effectué en juillet 2024, qui finalement était très proche du résultat des municipales, puisque de mémoire, Michel Fontaine avait été élu en 2020 avec 18 040 voix, et moi j'ai été élue en 2024 avec 18 463 voix. Et donc la proximité, la municipalisation de ces élections a accéléré le processus. Moi j'ai l'impression quand même depuis 2020 d'avoir toujours été en campagne. J'ai fait la campagne des municipales, j'ai en 2021 commencé la campagne des législatives, en 2024 j'étais en campagne, en 2025 je suis rentrée en campagne pour les municipales et donc finalement j'ai toujours été sur le terrain. Et je pense que le travail et l'engagement fait aussi ce parcours peut-être un peu accéléré. Il y a eu les lois sur le cumul des mandats. Avant, on pouvait être député-maire, maintenant, on ne le peut plus. Vous vous êtes engagé pour être député. Est-ce que vous êtes lassé
ou dégoûté ou découragé par votre fonction de député pour vous présenter au municipal? Comment vous expliquez cette finalement candidature à une municipale alors que vous êtes député? Alors, absolument pas lassé ou dégoûté. Certes, j'ai eu un mandat atypique depuis 2022, puisque contrairement à certains députés, moi je n'ai jamais connu d'Assemblée nationale avec une majorité et une opposition claire. On a toujours été dans des espèces de majorités relatives. Donc c'est un mandat atypique, c'est un mandat qui a été difficile et pour tous les députés, même ceux qui sont là depuis très très longtemps. En revanche, ça ne m'a pas dégoûté, ça a renforcé ma conviction que l'engagement qu'on mettait dans ce mandat n'était pas vain. Même si certains ont pu dire que les députés, à cause d'enchaînement de 49.3, ne servaient pas à grand-chose. Moi, j'ai quand même réussi, en étant dans l'opposition, à faire entendre la voix de la Réunion sur la Lodéom, qui a permis de pérenniser des milliers d'emplois, alors que s'il y avait eu suppression, comme le gouvernement le souhaitait, on aurait eu des licenciements massifs. J'ai quand même réussi à emmener ma proposition de loi sur l'ASPA, et donc la fin de l'obligation de remboursement jusqu'à un vote unanime en commission affaires sociales. Il y a encore un travail qui reste à faire, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de députés de l'opposition qui ont réussi à avancer sur des sujets aussi importants que cela. Donc non, je ne suis pas lassée de mon travail de député. En revanche, j'ai envie de plus de proximité. J'ai reçu pendant ma permanence depuis 2022 des tas de gens qui viennent parfois me trouver pour un problème de ralentisseur, pour un bon alimentaire, pour un permis de construire, pour des choses très terre à terre. Et c'est vrai qu'en étant député, et l'Assemblée nationale étant nécessairement à Paris, on se trouve parfois un peu éloigné de ces problématiques-là. Alors moi, j'ai fait le choix de me rapprocher de mon pays, la Réunion, et de m'engager davantage au plus près des citoyens, quand bien même c'est un mandat, je pense, qui est beaucoup moins confortable, si on peut dire comme ça, que le mandat de maire. On a tendance à dire que le mandat de maire, le maire est à portée de claque. Oui. Il est à portée de claque. Et donc, tous ceux qui aujourd'hui disent on veut cumuler, il y a une volonté d'aller sur de toujours plus, en fait, de demander toujours plus. En réalité, je pense que le mandat de député, quand bien même le contexte national est difficile, par bien des égards, est moins compliqué que celui de maire. Donc, j'ai pas fait le choix de la facilité. Et en l'occurrence, vous ne pourrez pas cumuler de toute façon, donc ça sera votre suppléant. D'ailleurs, on peut rappeler quel est si jamais vous êtes élu, votre suppléant prendra votre place à l'Assemblée nationale, on peut rappeler son nom. Jean-Bernard Marachia. D'accord, donc qui est déjà à la région, un agriculteur Saint-Pierrois. Et surtout, vous vous présentez au municipal, est-ce que vous risquez de vous représenter aux législatives si vous êtes élu? Ou là, non, a priori, la réponse est clairement non. Si je suis élu dans quelques semaines, je ne me représenterai pas aux législatives. Il y a la confiance que la population vous donne lorsqu'elle vote pour vous. Il y a un engagement, c'est celui d'être maire pendant 6 ans, le temps du mandat. Il est hors de question que dans quelques mois, je reparte sur des législatives si j'ai été élu. Et d'ailleurs, ça sera les quelques mois qui restent seront vraiment courts, puisque les présidentielles sont au mois de mai 2027. On imagine bien que le futur président de la République va dissoudre pour récupérer une majorité à l'Assemblée. Et donc, il va y avoir des législatives anticipées à nouveau. On sait que le mandat que nous a donné la population en 2024, en réalité, n'était pas un mandat de 5 ans. Et ça, c'était un secret de polichinelle. Donc, un vrai engagement pour Saint-Pierre. Mon suppléant prendra le relais. Moi, je suis très contente qu'il n'y ait plus de cumul des mandats, d'ailleurs, entre maire et député. Ça a permis à beaucoup de femmes d'accéder à des fonctions. Et on a une féminisation de l'Assemblée nationale qu'on n'avait jamais vue du temps où on pouvait cumuler maire et député. Et c'est d'ailleurs la même chose avec le Sénat, où il y a une féminisation du Sénat, mais également un rajeunissement du Sénat. Et je pense que c'est grâce à la loi sur le non-cumul de 2017. Donc Jean-Bernard sera, si la population le souhaite, le nouveau député à compter de mars prochain. Ça serait la première fois qu'un agriculteur Saint-Pierrois serait député à l'Assemblée nationale. Et on sait qu'il y a des sujets, notamment avec le Mercosur, on l'a vu avec la Grogne des agriculteurs, il y a des sujets à porter. Et donc, je pense qu'il sera tout à fait légitime dans ce rôle.
On observe plusieurs candidats de la gauche qui représentent la gauche aux élections municipales à Saint-Pierre. Vous n'avez pas réussi. Est-ce qu'il y a eu déjà des discussions avec Rudy Joux, qui est soutenu par le PS? En tout cas, il n'y a pas eu d'entente. Si vous passiez au deuxième tour, est-ce que vous pourriez être la candidate qui représente la Fédération socialiste de La Réunion? Moi, je l'appellerai en tout cas. J'ai annoncé ma candidature le 1er juin. Et dès l'annonce de candidature, j'ai appelé à une union de la gauche. J'ai lancé un message à ceux qui, à gauche, envisageaient de se présenter. Et ce message, je pense, a été écouté, mais pas entendu. Chacun est libre de se présenter. On est en démocratie et je peux entendre que les uns et les autres aient envie d'aller voir voilà, ce qu'il pèse sur le terrain. En ce qui me concerne, j'avais pris la décision très tôt de me présenter au municipal, juste après les législatives de 2024, puisque j'avais entendu l'appel de la population, parce qu'on savait justement que ce mandat ne serait pas un vrai mandat de 5 ans, et parce qu'il y avait des besoins sur la commune qui étaient, à mon avis, qui nécessitaient un engagement de ma part. Au deuxième tour, j'espère que les différents candidats, si je suis devant, les différents candidats de gauche appelleront à voter pour moi ou me rejoindront, puisque moi, en tout cas, c'est quelque chose que je ferai. Jamais si je suis derrière, je ne prendrai pas la responsabilité de ne pas appeler à voter pour un candidat de gauche. Je l'ai vécu, moi, en tant que candidate aux législatives en 2024, de voir des candidats ou des responsables politiques de gauche ne pas appeler à voter pour moi alors que j'affrontais le Rassemblement national. Parce que ça, par contre, à droite, on a l'impression que c'est moins une problématique de discuter entre différentes strates de la droite. Je dirais que c'était moins une problématique, peut-être du temps de Michel Fontaine. Et là, on voit bien sur cette municipale à Saint-Pierre que la droite est divisée et que les discussions ne sont pas aussi simples qu'elles l'étaient par le passé. Donc la gauche n'est pas unie, la droite n'est pas unie. J'ai envie de vous dire que les municipales, c'est davantage l'histoire d'un projet et d'une personne que l'histoire d'un parti. Donc il y a toujours eu dans l'histoire des municipales une multitude de candidats dans les deux camps et ça s'explique justement par ce rapport personnel presque que le candidat tête de liste a avec la population. Mais d'ailleurs, ouais, je vais rebondir sur une question un peu plus départementale. Vous êtes maintenant la deuxième tête du Progrès avec Patrick Le Breton. On sait que le Progrès est né d'une fracture du Parti socialiste. Est-ce que vous pourriez être la femme qui rassemble le Parti socialiste à moyen terme ? Oh, je pense que ça serait un peu prétentieux de ma part de dire que je pourrais rassembler toute la gauche sous une candidature ou sous mon nom. En tout cas, moi, je ferai toujours tout ce qui est dans mon pouvoir pour que les électeurs de gauche soient unis. Les étiquettes, c'est quelque chose. Les dirigeants politiques, c'est encore une autre chose. Mais il faut que les électeurs, eux, finalement, ce sont eux qui font l'élection, c'est eux qui votent. Et c'est important qu'ils entendent que la classe politique a cette volonté d'union. Donc, moi, je le dis, et je le dis à tous mes électeurs, peu importe les étiquettes, depuis 2024, lorsque les gens m'ont rejoint, et notamment sur Saint-Pierre, la gauche était très fracturée. Après plus de 20 ans d'une municipalité de droite à la tête de la commune, j'ai pas regardé d'où ils venaient, est-ce qu'ils étaient socialistes, est-ce qu'ils étaient communistes, est-ce qu'ils étaient écologistes, etc. J'ai pas demandé non plus à ce que quand ils me rejoignent, ils gomment leur étiquette pour prendre la carte de mon parti. J'ai accepté de travailler avec eux pour ce qu'ils représentaient, pour ce qu'ils portaient et pour les engagements qu'ils avaient. Et donc, au fur et à mesure, certains ont été convaincus et nous ont rejoints et ont pris la carte du parti, et j'en suis ravie, mais ça n'est pas une finalité en soi. Le 14 janvier dernier, vous avez interpellé Gérald Darmanin à l'Assemblée sur les moyens déployés dans les territoires ultramarins concernant la lutte contre le narcotrafic. Est-ce que pour vous pensez que pour lutter pour le narcotrafic, il faut augmenter les moyens sécuritaires ? Alors, en tout cas, plus généralement, qu'est-ce que vous proposez autour de cette thématique-là ?
Il faut impérativement qu'on ait des moyens humains et matériels. Il y a quand même une réalité, l'État n'est pas au rendez-vous face aux enjeux dans notre territoire. On sait qu'on n'a pas de scanner pour notre aéroport, on n'a pas de scanner à container non plus dans notre port. Il manque de policiers, de gendarmes, il manque de juges, notamment de juges d'instruction, et on n'a pas suffisamment de procureurs. Ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, le milieu judiciaire nous dit on est obligé de faire des choix. Les juges d'instruction sont obligés de ne pas instruire certains dossiers par manque de personnel. Le procureur de la République ne peut pas mener les enquêtes, il ne peut pas faire toutes les filatures qu'il souhaiterait, toutes les mises sur écoute qu'il souhaiterait. Et donc forcément, si on n'a pas les moyens de lutter face à des narcotrafiquants qui, eux, brassent des millions d'euros, qui, eux, ont tous les moyens nécessaires, donc on sera à la peine. Et il faut que l'État soit au rendez-vous pour qu'ensuite chacun puisse prendre sa part. Le maire peut avoir une action contre la drogue. D'ailleurs, c'est la deuxième mesure phare de mon programme, c'est un plan anti-drogue. Il ne s'agit pas d'aller démultiplier les moyens de la police municipale. Saint-Pierre a déjà la plus grosse police municipale de l'île. Mais il s'agit de coordonner avec des actions de prévention dès le plus jeune âge, dans les écoles, sur le temps périscolaire, puisque c'est là que la municipalité intervient, pendant les centres aérés, dans les quartiers, de remettre de l'animation de quartier, d'avoir des cases de quartier. Les gens regrettent beaucoup l'époque des MJC, où on avait d'animation au plus près, où les jeunes pouvaient venir pour faire de la musique, ou faire du théâtre, ou pour faire du sport, ou des jeux de société. C'était pas grand-chose, mais c'était du temps où ils n'étaient pas livrés à eux-mêmes, où ils étaient occupés, et où il y avait également des encadrants, des éducateurs, des gens capables de passer des messages, de soutenir les familles. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Donc, dans l'action municipale, il faut bien évidemment que l'on coordonne les services de sécurité, la police municipale, les services de vidéosurveillance, les médiateurs, le CLSPD, la prévention, et puis qu'on aille chercher du côté de l'éducation, du côté du sport, ce que l'on peut faire, que l'on puisse mettre également en place un service d'accueil et d'accompagnement des familles. Des familles qui aujourd'hui sont victimes de ce fléau, ne savent pas vers qui elles peuvent se tourner, et puis parfois ont honte aussi. C'est vu comme un échec dans notre société. Quand vous avez un enfant qui se drogue ou qui a sombré dans la délinquance, c'est pas facile d'en parler à la famille ou aux amis ou aux voisins. Et donc un service qui puisse accueillir ces familles, les renvoyer vers les bons services, les entendre sans les juger, et peut-être recueillir aussi des informations primordiales. Il y a un trafic de drogue, je sais, un tel, il vient devant ma porte demander l'argent que mon garçon, que ma fille lui doit. Je sais que mon fils ou ma fille va à tel endroit pour se fournir, etc. Qu'on puisse recueillir des informations qui ensuite seront transmises aux services compétents. Là, vous proposez de traiter le mal à la racine, quoi, en quelque Exactement. sorte. Les opérations, comme ce qu'on a vu la semaine dernière, faire venir un escadron de métropole pour dire ça y est, on va renforcer les effectifs, ça vous semble quelque chose de crédible? Je pense aussi à l'annonce de David Lorion qui dit je vais mettre un numéro vert où les gens pourront dénoncer les trafics autour de chez eux. Ça existe déjà. De ce genre de choses? Les numéros verts existent déjà à l'échelle nationale. Je ne dis pas que c'est inutile, mais je dis qu'aujourd'hui, on a besoin d'une action qui soit au plus près. Et le numéro vert, c'est encore quelqu'un au bout du fil, sûrement sur une plateforme qui sera peut-être même pas positionnée à La Réunion, avec une information qui part je ne sais où et aucun suivi palpable derrière. Donc les gens ont besoin de voir en face d'un être humain, d'avoir un lieu où ils peuvent se rendre. Et c'est bien de faire des opérations coup de poing. Je pense qu'il en faut. Il faut que ceux qui dealent et qui pourrissent nos quartiers sachent qu'on a les moyens de nos actions et qu'il y a du monde dans les quartiers. Mais ça peut pas être une fois de temps en temps. L'action coup de poing, elle est très ponctuelle. Et ensuite, tout le reste du temps, les gens sont confrontés à ces problématiques. La police municipale, elle doit être de proximité. Quand on l'appelle, elle doit pouvoir se déplacer. Aujourd'hui, il y a des actions fortes menées en complémentarité avec la police nationale. Je l'entends. La police nationale est contente d'avoir du renfort. Les policiers municipaux, eux également, de pouvoir œuvrer en collaboration. Mais il n'empêche qu'on vient pallier la pénurie du ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas suffisamment de policiers nationaux, donc on envoie notre police municipale
en renfort. Et donc, on peut être fier de pouvoir faire cela, mais on peut aussi regretter que la police nationale ne soit pas en quantité suffisante, au point qu'on ne puisse plus faire de la proximité avec la police municipale, alors que c'est son rôle. Oui, il y a un peu cet effet d'annonce d'habitude quand on envoie un escadron, c'est qu'il y a déjà des émeutes à La Réunion, quoi. Là, a priori, il n'y avait pas d'émeutes en cours et tout d'un coup, il y a un escadron qui arrive et je trouve que ça renforce cette ambiance de peur et d'appel à une réponse sécuritaire qui est bien dans l'ambiance actuellement en France avec la montée de l'extrême droite. Et c'est là où vient ma question, c'est que la droite, voire le centre, montre une certaine porosité avec le RN. Peut-être que vous l'avez constaté, même sur Saint-Pierre. Oui. Tous les moyens semblent bons pour aller attraper ce qu'on appelle les fâchés, pour pas dire qu'ils sont fachos. Vous, à ces fachos, comment vous les intégrez, comment vous discutez avec eux? Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens qui ont voté Le Pen récemment? Alors déjà, pour rebondir sur le début de votre question, vous dites est-ce que cette porosité, on la voit? Oui. Moi, je l'ai vu. Pas plus loin qu'il y a quelques semaines, Laurent Wauquiez avait déposé au nom du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour interdire le voile aux jeunes filles mineures qui le portent avec ou sans l'autorisation de leurs parents. Par les temps qui courent, il semblerait qu'il n'y ait pas d'autre priorité pour le groupe Les Républicains, mais c'est quand même une proposition de loi qui fait directement écho aux thèses du Rassemblement national. Ici, à La Réunion, je n'ai pas entendu un seul élu Les Républicains, et notamment David Lorion, s'insurger contre cette proposition de loi, défendre notre vivre ensemble, dire que chez nous, les petites filles voilées dans les familles musulmanes n'ont jamais représenté un danger pour la sécurité nationale, et de dire, de se désolidariser. Je me souviens que lorsque la droite s'était rapprochée de l'extrême droite avec Ciotti, il avait rendu sa carte Les Républicains. Il l'avait fait publiquement. Entre-temps, il l'a reprise de façon beaucoup plus discrète, alors que les Républicains n'ont jamais été aussi proches du Rassemblement national. Donc ce double discours-là, ça brouille les pistes. Et moi, ce que je fais lorsque je rencontre la population, c'est de leur expliquer que aujourd'hui, quand on entend les causes de leur mécontentement, ça n'a rien à voir avec l'immigration. Ils vous parlent d'incapacité des dirigeants à entendre leurs problèmes, ils vous parlent de vie chère, ils vous parlent de problématiques de logement, de chômage. Et donc ça n'a rien à voir avec les thèses du Rassemblement national. Ce sont les partis de gauche qui ont toujours défendu les droits des travailleurs, les droits des femmes, qui, sur le logement social, sur la santé, etc., ont toujours été au rendez-vous des grandes batailles et des grandes victoires. Donc il faut pouvoir faire parfois un petit peu d'histoire, pas faire la morale aux gens parce qu'ils n'ont pas besoin de professeurs. Ils ont besoin qu'on les écoute, qu'on leur explique et qu'on arrête avec les fausses promesses. Il y a des projets à mettre en œuvre. La plupart des gens qui sont fâchés, effectivement, ne sont pas fachos. Mais il ne faut pas aller sur les thèses du Rassemblement national pour amener ces gens-là. Hier encore, j'avais des Saint-Pierrois qui m'ont appelé en me disant « Madame Kerbillet, on va déchirer notre carte du Rassemblement national sur les réseaux. On vous a écouté, vous parlez de vivre ensemble. Vous parlez d'un modèle réunionnais, vous parlez de solidarité, vous parlez de notre richesse et de ce que nous avons de plus cher comme étant notre population, notre culture, notre histoire. Dans chaque famille, on a des ancêtres esclaves, on a aussi des ancêtres esclavagistes. Et tout ça, si on ne nous en parle pas et si on n'en parle pas à nos enfants, effectivement, il risque de sombrer dans les thèses du Rassemblement national. Mais nous, on vous a entendu et ce discours-là, il fait du bien. Quand quelqu'un me dit mais à La Réunion, les Mahorais, ils prennent nos logements et puis les Oreilles, ils prennent notre travail. Il faut savoir recadrer et dire en réalité, vous n'avez pas totalement tort, mais vous n'avez pas tout à fait raison. Moi, j'ai travaillé sur des propositions de loi pour l'emploi et le retour des fonctionnaires ultramarins en Outre-mer, et notamment pour que les Réunionnais diplômés qui obtiennent un concours de la fonction publique puissent revenir travailler à La Réunion. Les chiffres que m'ont communiqué l'INSEE, c'est que sur les postes à responsabilité, 15% de ces postes dans la fonction publique sont occupés par des Réunionnais. Ça vous laisse quand même une idée du delta et donc du nombre de postes. Et le rapport de l'INSEE dit les Réunionnais dans la fonction publique
à La Réunion, sont cantonnés à des postes subalternes. Donc ça, oui, on peut le dire, c'est une réalité et il faut qu'on travaille à ce que nos jeunes et moins jeunes diplômés compétents puissent revenir travailler. Mais ça ne justifie en rien un racisme anti-oreilles. Il faut qu'on travaille pour que l'État à Paris nous entende. Et sur le logement, il faut qu'on aille expliquer aux gens comment fonctionnent les commissions d'attribution de logement. J'ai vu l'interview de David Lorion qui vous parlait à ce sujet de Dallot. J'étais quand même assez peinée de voir qu'il confondait le droit au logement opposable et le nombre d'enfants par famille. Ça n'a rien à voir. Le droit au logement opposable, c'est une priorité sur l'attribution des logements qui est attribuée aux personnes qui sont en attente d'un logement depuis plus de 5 ans, aux personnes qui sont sans abri, donc sans solution, ou aux personnes qui sont dans un logement insalubre. Le nombre d'enfants n'a rien à voir. Il y a d'autres priorités qui jouent et d'autres critères. Mais le DALO, ça n'est pas le nombre d'enfants. Et donc si on véhicule ces fausses informations, y compris par des dirigeants qui occupent des postes à responsabilité importante, des dirigeants politiques, forcément, on distille l'idée que le problème ça serait la communauté mahoraise sur le logement. C'est pour gommer et pour effacer le fait qu'à Saint-Pierre, la municipalité paye des amendes importantes parce qu'elle ne construit pas suffisamment de logements. Et ça n'a rien à voir avec les communautés ou avec la couleur de peau des personnes. Donc si on sème la haine et le racisme, on ne récoltera pas le vivre ensemble. Il faut avoir un discours qui ne soit pas différent à Paris et à La Réunion, qui ne soit pas différent quand on allume ou quand on éteint une caméra. Et il faut aimer les gens suffisamment pour leur dire la vérité. Justement, dans un article paru chez Mediapart hier, qui parle de la campagne électorale au tampon, le professeur en sciences politiques, Damien Deschamps, il utilise le terme d'autochtonie pour essayer de comprendre justement ce rejet un peu des Mahorais et des oreilles. Et justement, il explique à travers ce rejet-là, ce qui permet aujourd'hui au Rassemblement national en fait, de trouver quand même un écho à La Réunion avec ces idées un peu de rejet de l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez un peu de cette... Alors, Damien Deschamps était un de mes professeurs de droit à l'Université de La Réunion, donc je connais bien. Je comprends ce qu'il veut dire par le terme autochtonie. Il n'y a pas de population autochtone à La Réunion. Tout le monde sait qu'à l'origine, il y avait 2 ou 3 tangues et des dodos, mais qu'on n'avait pas de population. Et que notre population s'est constituée par des arrivées successives, mais dans une période assez limitée. Et cette population a formé un bloc homogène. C'est loin d'être uniforme, mais c'est un bloc homogène. La communauté mahoraise, elle est arrivée plus tard. Et donc, ça peut donner l'impression qu'on a une population réunionnaise et puis de nouveaux arrivés, un peu sur le modèle de ce qu'on peut avoir en hexagone, avec une population française d'origine et puis de nouvelles personnes venues d'autres pays. Pour autant, je pense qu'on est beaucoup plus armé et beaucoup plus fort à La Réunion pour faire face à ces discours-là. Puisque personne n'a oublié qu'on a vécu des périodes très douloureuses avec l'esclavage ou l'engagisme. Ça reste une blessure profonde chez beaucoup de Réunionnais. Et d'ailleurs, ça explique aussi beaucoup de choses dans notre modèle social. Et donc, il suffit de réactiver ces souvenirs et cette histoire pour que les gens prennent conscience qu'à une époque, être noir, c'était déjà ne pas être un être humain. Et qu'on a fait en un laps de temps assez réduit, un pas immense pour en arriver aujourd'hui à dire mon frère CAF ou ma Catherine, sans que ça soit une insulte lancée au visage de quelqu'un. Donc on arrivera, à force, à faire en sorte que ces gens-là s'intègrent. On a aujourd'hui, depuis 2, 3, 4 générations, des Mahorais qui sont nés à La Réunion. Et ceux-là, ils vont dans les mêmes écoles que les autres, petits. Ils font du foot, de la danse, de la peinture, dans les mêmes associations. Ils parlent le créole.
ils parlent aussi le shimaori à la maison, ils parlent le français. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de petits Parisiens qui peuvent s'enorgueillir à 3-4 ans de parler 3 langues. Donc cette richesse-là, on doit la cultiver. Et quand il y a un problème, on ne doit pas le mettre sous le tapis. La question des mineurs qui sont isolés à Mayotte et qui arrivent à La Réunion, pris en charge par une tante, une grand-mère, une sœur, qui elle-même fait déjà face à des difficultés sociales et est en difficulté, j'ai envie de dire dans sa parentalité, mais tout simplement parce qu'elle n'est pas parent et que les parents ne sont pas là. Et bien ça, on doit être capable de l'accompagner. C'est le travail du département en premier lieu avec l'aide sociale à l'enfance, c'est sa compétence. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il est défaillant en la matière, mais ça peut être un travail sur l'éducation, sur la culture, sur l'accompagnement qu'on peut mener au sein des municipalités. Et d'ailleurs, pour en avoir discuté avec la communauté mahoraise et comorienne, ils sont pleinement conscients. Et ils sont les premiers à demander de l'aide. Simplement, ils ne veulent pas être stigmatisés en disant « la délinquance à La Réunion, c'est le problème des Mahorais ». Moi, je me souviens des émeutes au Chaudron, c'était pas le problème des Mahorais. À l'époque, on ne parlait pas de ça et on avait bien des problèmes. À Bras-Fusil, le quartier a toujours été chaud sans que ce soit le problème d'une communauté plutôt que d'une autre. On en vient finalement à des problématiques de quand on ne s'occupe pas de la jeunesse, quand on ne lui donne pas de porte de sortie, on se retrouve souvent avec les mêmes problématiques. Mais on l'observe finalement, on l'a observé dans l'Hexagone. Moi j'étais allé faire un article à Bras-Fusil. Justement, c'est ce que les anciens me racontaient, qu'en fait le quartier n'avait jamais été vraiment différent, que c'est juste les constructions qui ont changé, mais que finalement la problématique c'est qu'on se retrouve avec la même politique urbaine qu'on a vu dans les banlieues en France. C'est-à-dire qu'on a mis des gens qui ont tous des difficultés économiques au même endroit et ensuite on s'étonne que finalement face à ces difficultés-là, les gens, on se retrouve avec de la violence, de la délinquance. La concentration de la misère amène toujours aux mêmes effets. Et effectivement, on l'a vu dans les cités en Hexagone, et on n'a pas été capable de faire mieux ici, on a même reproduit. Je vois à Ravine-Blanche les immeubles qui ont été construits. On amène là une population qui intègre un logement social, justement parce qu'elle n'a pas de revenus pour se payer un logement dans le privé, qui est plus confrontée au chômage, à l'illettrisme, à des problèmes de santé, à des problèmes d'insertion professionnelle, dont les enfants sont moins diplômés que le reste de la moyenne de l'île ou du pays, pour des raisons de pauvreté extrême. Et à Saint-Pierre notamment, on a un taux de pauvreté qui est supérieur au reste de l'île. On a un taux de chômage qui est supérieur à la moyenne de l'île également, alors qu'on a une commune qui dispose d'atouts de villes riches en Hexagone. Un port, un aéroport, un CHU, un pôle universitaire, une école d'ingénieurs. Ce sont généralement des infrastructures qui sont producteurs de richesses et qui, dans n'importe quelle ville d'Hexagone, en fait une ville riche. Et pour autant, chez nous, on est quand même une ville qui reste plutôt en bas de tableau à La Réunion. Donc il faut aller se poser des questions et je pense que l'une des réponses, c'est le délaissement de la politique sociale, éducative, sportive, qui a entraîné un recul au niveau de l'insertion des jeunes. Si on revient donc sur la campagne actuelle, là, on est bien sur Saint-Pierre, sur ces premières semaines, il y a eu des dérapages, vous avez été insulté sur Freedom, je crois que l'UFR a pris fait écho pour vous défendre. Est-ce que c'est un épiphénomène? Comment se passe cette campagne? La campagne est difficile, elle se mène sous tension, et cela depuis le début et avant même mon annonce de candidature. Je pense aussi que d'être une femme en politique, c'est plus difficile que d'être un homme. Il y a des accusations, des mots qu'on ne dirait jamais à un homme. Moi, on me reproche d'être avocate, d'être mère de famille, puisque j'ai un petit garçon qui a 9 ans, d'être aujourd'hui députée, d'être candidate à cette élection, comme si d'avoir à la fois un métier, un mandat, un engagement politique sur une élection et d'être mère de famille faisait de moi une cumularde. Certains m'accusent de plein de choses. Jamais on a dit de l'ancien maire
les mêmes mots, alors même qu'il était radiologue, qu'il était père de famille, qu'il était maire, qu'il était président de la Civis et qu'il a même cumulé avec un poste de sénateur à une époque où c'était encore possible. Les hommes qui ont ce profil-là sont des hommes qui réussissent, des hommes ambitieux, des hommes capables. Les femmes qui ont le même profil, ce sont des gourmandes qui cherchent à tout avoir, des ambitieuses au mauvais sens du terme. Et heureusement que j'ai quelques militants qui disent quand même femme de bout, femme capable. Mais on voit bien quand même que d'être une femme en politique en 2026, c'est toujours pas gagné. Il y a eu plusieurs affaires qui ont remis en cause un peu la loyauté des scrutins saint-pierrois, au niveau européen et départementaux. Est-ce que vous craignez ou pas que les prochains scrutins là, qui vont arriver, les prochaines élections, soient ou pas complètement qu'il y ait des fraudes? Bien sûr, je le crains. Ouais. Je le crains et c'est dès 2022, lorsque je me suis présentée aux législatives, j'ai été alertée. On m'a dit à Saint-Pierre, veille bien le bureau. Voilà. Devant, derrière, ouvre grand les yeux, parce qu'à Saint-Pierre, parfois, le mort y vote. Alors, on le dit à La Réunion, et moi je le dis avec sourire, mais sauf qu'à Saint-Pierre, on a des exemples concrets. On sait qu'aux dernières départementales, il y a eu une fraude avec de fausses procurations. On sait que même aux européennes, sur un scrutin qui est relativement à faibles enjeux chez nous, on a eu de la fraude et il y a eu des condamnations. Alors, on aura les yeux grands ouverts. Il se trouve que, en tant qu'avocate, le code électoral fait partie de ceux que j'ai bien étudiés et je fais toujours en sorte que l'on ait des assesseurs dans tous les bureaux, que l'on ait des délégués, qu'ils soient formés. Mon but, c'est que les élections se passent dans les meilleures conditions possibles et que le résultat représente la volonté de la population, qu'elle me soit favorable ou pas. En démocratie, c'est ce qui devrait être. Et les pressions que moi j'observe, notamment sur les agents communaux, sur la population, fait partie de ces manœuvres qui doivent cesser. On a connu une époque à La Réunion où certains y laissaient leur vie en période électorale. On a réussi à en sortir, il a fallu un demi-siècle pour que la violence physique soit exclue des campagnes électorales. J'espère qu'on ne mettra pas un demi-siècle de plus pour que la violence psychologique, les pressions, les intimidations et les représailles sur le personnel communal cessent également. On a d'autres arguments, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais moi j'aime bien convaincre. Et j'aime bien que ceux qui votent pour moi soient convaincus et par la personne et par le projet. Et donc je le dis d'ailleurs dans les réunions du soir, quel que soit votre parti ou vos sensibilités, bienvenue aux réunions, écoutez, et c'est pas grave en fait, si vous allez dans les réunions des opposants, c'est comme ça que vous vous forgerez une idée. Et la plupart du temps, ils reviennent. Ils reviennent et me disent on a fait le tour, et effectivement, dans les réunions de nos opposants, et notamment de David Lorion, lorsque vous avez quelqu'un qui est apparenté à moi de près ou de loin, au micro on le traite d'espion. Donc déjà, ça donne une petite idée de la conception de la réunion publique où en réalité, ceux qui viennent doivent nécessairement être déjà convaincus par celui qui parle. Bon, c'est pas ma conception de la démocratie. Vous allez surveiller les urnes, j'ai bien compris, les 92 bureaux. On a entendu que la municipalité vient d'en acheter un paquet d'urnes. Ça vous a pas, je ne sais pas si vous l'avez su, ça vous inspire quelque chose? Ça fait des mois que j'ai eu cette information. J'ai été assez surprise parce que les urnes existantes ne sont pas en mauvais état, elles n'ont pas été dégradées. Au moment où elles ont été achetées, les services techniques n'avaient pas brûlé avec les urnes dedans, donc je ne vois pas ce qui justifie cet achat. On a eu de mémoire un cas d'urne retrouvée dans une ravine une fois. Ou en tout cas c'est ce qu'on m'a raconté. Moi je ferai extrêmement attention à ce que, à la clôture du scrutin, à l'époque où tout le monde a un téléphone, on filmera le dépouillement et l'annonce du scrutin qui est publique et se fait dans le bureau. S'il y a un écart entre ce qui a été dit dans le bureau, annoncé, et ce que je retrouverai au bureau centralisateur, je n'aurai aucun mal à faire intervenir la justice. Donc que ceux qui envisagent de se prêter à ce genre de manœuvre en soient bien avertis. Oui, et dans les reproches qui vous sont faits, vous avez dit une femme, elle n'aurait pas le droit d'avoir plusieurs activités, mais on vous a aussi reproché de ne pas forcément être légitime pour être
à Saint-Pierre, parce que vous venez de Saint-Joseph. Qu'est-ce qui fait votre légitimité à briguer les suffrages des Saint-Pierrois? La force du travail et de l'engagement que je mets sur cette commune depuis 2022 et l'appel de la population à un vrai changement. Tous ceux qui se présentent dans cette élection ont presque tous déjà essayé de se présenter. Jean-Gaël Landa a déjà été candidat, Rudy Joux d'ailleurs à l'époque était sur sa liste, elle aussi avait été donc candidate à cette élection. David Lorion lui a 25 années derrière lui en tant qu'adjoint à différents postes, l'urbanisme, l'aménagement, les finances. Il a été au poste clé des mandatures précédentes. Aujourd'hui, il n'y a pas de visage qui représente véritablement le renouvellement et le changement que la population attend. Donc je suis tout à fait légitime. Ensuite, pour ce qui est de mon acte de naissance, si certains préfèrent en faire un débat plutôt que d'aller parler des vrais problèmes des Saint-Pierrois, c'est pas un problème. Mais je leur laisse ça et je leur rappellerai que les différents maires qui m'ont précédé à Saint-Pierre n'y étaient pas nés forcément. Et notamment, Michel Fontaine n'était pas né à Saint-Pierre. Et que c'est principalement David Lorion qui me fait ce reproche, aujourd'hui il n'habite même pas Saint-Pierre puisqu'il habite les Dents-Salées-les-Bains. Il a été 5 ans député d'une circonscription où il n'habitait pas. Donc, en créole, on a un proverbe, il dit tortue voit pas son queue. Donc, chacun jugera par lui-même de ses arguments, mais je pense que c'est un moyen très détourné de ne pas parler des vrais sujets. Et justement, parlons de vrais sujets. Avant de parler de votre programme, qu'est-ce que vous reprochez à la précédente mandature ? Déjà une gestion assez calamiteuse. On voit aujourd'hui l'état de la Civis qui est en déficit et qui peine à payer ses dettes. Je connais notamment des entreprises titulaires de marché qui attendent le paiement de leurs factures depuis mi-2025, ce qui témoigne de difficultés réelles et ce qui n'est un secret pour personne puisque la Chambre régionale des comptes s'en est fait écho. Une mauvaise gestion également au niveau de la CEMITEL, qui là pour le coup est dans une situation catastrophique. C'est elle qui gère le réseau de bus à Saint-Pierre et à la Civis. Et si vous faites un petit tour dans les quartiers, le principal reproche, ou le premier en tout cas que font les gens, c'est la dégradation du réseau de bus. Des suppressions, des bus qui n'arrivent pas à l'heure parce qu'ils sont en panne, des quartiers qui ne sont plus correctement desservis et d'autres qui ne sont plus desservis du tout. Donc on voit bien que ça a un impact direct sur la vie de la population et pour le coup le transport c'est l'un des freins à l'accès à l'emploi que l'on retrouve majoritairement. Quand vous n'avez pas de transport, vous ne pouvez pas aller chercher de travail et vous ne pouvez pas accepter un emploi si vous ne pouvez pas vous déplacer. Et puis il y a l'aéroport de Pierrefonds. Civis, CEMITEL, aéroport de Pierrefonds en redressement judiciaire. Depuis 2019, il n'y a plus d'avion qui décolle à Pierrefonds. Et vous avez interpellé la ministre de l'Outre-mer sur ce sujet. Elle vous a répondu à ce pour moment-là, vous garantir. elle n'a pas pu justement, oui, c'est ça. Alors, elle a répondu, puisqu'on était sur une question orale sans débat à l'Assemblée nationale. Elle a indiqué qu'il était hors de question que Pierrefonds ferme ses portes, puisque on avait le RPIMA qui était adossé et qui avait ses activités militaires à Pierrefonds, qu'on avait également le SDIS qui avait des activités de sécurité civile, le DASH, lorsqu'il atterrit à Pierrefonds, enfin atterrit à La Réunion, atterrit à Pierrefonds. Et on a vu l'importance du rôle géostratégique de cet aéroport, notamment lorsqu'il y a eu la crise avec Chido, la crise Chido à Mayotte. C'est le hub aérien qui a été mis en place pour aider les Mahorais, a été mis en place depuis Pierrefonds. Lorsque le cyclone Garance a frappé l'aéroport Roland-Garros, c'est Pierrefonds qui a pris la relève pendant quelques jours. On ne peut pas dire aujourd'hui à La Réunion qu'on n'a pas besoin d'un deuxième aéroport. L'aéroport de Pierrefonds a commencé à décliner et n'a plus vu de vol avant même qu'Huguette Bello ne soit élu à la région. Donc on ne peut pas accuser la région actuelle et Air Austral d'être à l'origine de cette déconfiture. Il y a eu des choix politiques, ou plutôt une absence de choix politiques, qui font que Pierrefonds est dans cet état de délabrement.
bon, ceux qui sont aujourd'hui aux commandes attendent très opportunément la veille des élections pour envisager de grands projets avec des lignes qui repartiraient vers l'Afrique du Sud, d'Urban en l'occurrence, sans études de marché, sans autorisation de l'aviation civile. Réunionnais, pas couillon. Hein. Il comprend bien qu'on est là dans une démarche électoraliste et qu'en réalité, il n'y a pas véritablement de projet pour Pierrefonds et que ceux qui sont responsables du redressement judiciaire sont les mêmes qui aujourd'hui font de fausses promesses. Et il y a un avenir pour Pierrefonds, il y a des gens qui sont intéressés pour investir à Pierrefonds. Moi, je les ai rencontrés, des compagnies étrangères qui souhaitent venir s'installer. Il y a la possibilité de faire repartir des vols civils à moyen terme. En revanche, mon inquiétude vient de la dégradation de l'infrastructure. On a laissé des chariots à l'abandon, on a laissé des véhicules à l'abandon, alors même qu'il y avait les hangars pour les protéger. À combien se chiffre aujourd'hui la remise en marche de cet aéroport? Je ne sais pas. Moi, dans mes réunions du soir, j'ai tendance à dire à mes militants, à Pierrefonds, on n'a rien que pétrel et décolle et rien que Papang atterrit. Il faut que demain, on puisse avoir des avions, et des avions pour Maurice, des avions pour Paris, là où il y a une attente de la population. On a parlé de l'ancienne mandature. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quels sont les principaux axes de votre programme? Alors justement, pour recoller avec Pierrefonds, le projet phare de mon projet, c'est de faire de l'aéroport de Pierrefonds une plateforme multimodale. Alors c'est un mot un peu savant pour dire qu'en réalité, dans ce même lieu, on aura de l'avion, mais également du train. Puisque la région a un projet de train express régional et qui arrivera jusqu'à Saint-Pierre. Il faut bien un endroit, et il se trouve qu'à Saint-Pierre et à Pierrefonds, nous avons du foncier disponible et la structure qui permettrait d'accueillir ce train régional. Donc une plateforme multimodale où on aura également du bus et où on pourra faire partir un tramway qui relierait Pierrefonds à Grandbois, en passant par les quartiers de Ravine-Blanche, du centre-ville, de Terre-Sainte, jusqu'à Grandbois. C'est ça, on le voit sur vos affiches, je crois qu'il y a même une animation vidéo dessus. Mais ce tramway, combien il coûterait, et combien il coûterait notamment aux contribuables saint-pierrois? Alors, c'est un projet sur le long terme. Il a un coût global pour l'intégralité qui est estimé à environ 300 millions d'euros. C'est un montant qui est très important, ça je le sais bien. En revanche, je vois d'autres projets se faire, notamment à Saint-Denis, des projets de téléphériques, 2 téléphériques à 50 millions environ déjà sortis de terre, un troisième qui est déjà bien avancé. Et je me dis que ça représente déjà la moitié de la somme pour mon projet de tram, uniquement sur la ville de Saint-Denis. Ce qui me fait dire quand même que des fonds existent, notamment des fonds européens, que l'on devra aller chercher, et que c'est un projet sur le long terme. Parce que votre tram, il traverse la rivière Saint-Étienne, il va aussi de l'autre côté? Et ça, c'est un véritable défi architectural. Puisqu'il faut traverser cette rivière, il faut prévoir de l'endiguer, il faut prévoir des ouvrages d'art en mesure de supporter cette installation. J'ai envie de vous dire, le pont actuel peut-être ne permettra pas tout de suite, mais il y a des projets qui permettraient de le faire. Le train express régional, il faudra bien qu'il traverse la rivière Saint-Étienne s'il veut venir jusqu'à Saint-Pierre. Donc on pourrait envisager que ce tramway que moi j'envisage à l'échelle de la commune de Saint-Pierre, je ne vais pas prévoir pour Saint-Louis ou pour d'autres communes. Je suis candidate à l'élection municipale à Saint-Pierre. Mais on peut envisager effectivement qu'il y ait un tramway interurbain avec d'autres villes. C'est un projet pour plus tard. Il y avait un train à La Réunion, jusque dans les années 60. Il y a encore une gare. Et il y a encore une gare à Saint-Pierre. Donc c'est pas un projet fou. Il y a un métro à Maurice. Donc c'est pas un projet impossible. Qui fonctionne bien. Qui fonctionne bien, tout à fait. Mais tous les projets et tous les grands projets nécessitent effectivement de les envisager assez tôt. Personne n'aurait imaginé à une époque qu'on relierait Saint-Pierre à Saint-Denis en 1 heure seulement en voiture. On l'a fait avec la route des Tamarins. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de ce projet à l'époque quand il a été envisagé? Personne n'aurait imaginé un jour qu'on traverserait sur la mer
entre la possession Après, et c'est un peu un Saint-Denis. fiasco, la nouvelle route du littoral. C'est peut-être ça qui Je permet d'être C'est réticent un fiasco sur les grands financier. projets. C'est un fiasco financier. Et il n'est pas fini non plus. Et le reproche principal, c'est que l'argent qui devait servir au tram-train et qui devait donc servir à toute la Réunion a été mis dans ce projet qui aujourd'hui n'est toujours pas fini et qui endette les Réunionnais sur des générations. Donc il faut qu'on pense les choses en amont, mais je pense que la Réunion du million d'habitants, où chaque famille a 2 ou 3 véhicules, doit avoir un projet ferroviaire. Ça, c'est une réalité. Et justement, en parlant de mobilité, là je vais parler de mobilité active, parce qu'il y a les transports en commun qui sont intéressants à développer, il y a aussi le vélo qui se développe, mais la difficulté c'est que par contre les infrastructures pour les cyclistes, elles ont du mal à se développer au même rythme. Vous, comment vous envisagez la mobilité globalement sur Saint-Pierre? Parce que c'est une ville qui est quand même, voilà, le week-end, le mercredi, là on est en période de solde, c'est une ville qui est vite endiguée quoi, par le flux d'automobiles. Comment on réfléchit ça? Moi, je suis la première à passer ma vie dans les bouchons du matin au soir, donc oui, effectivement, il y a un véritable problème. Je pense qu'il faut désengorger les axes principaux. Il y a des solutions qui existent et qui existent déjà dans d'autres villes, des parkings relais, des aires de covoiturage, en centre-ville, des parkings en silo pour que l'on puisse économiser le foncier tout en créant un maximum de places de parking. Il faut qu'on arrive à développer impérativement les pistes cyclables. Personnellement, je ne fais pas de vélo. J'ai bien trop peur de me faire écraser, on se fait frôler par des voitures. Monsieur est tombé à vélo. J'ai mon fils qui lui adore le vélo. À chaque fois que je laisse emprunter la voie publique en tant que maman, moi j'ai la boule au ventre. Il n'y a pas un mois sans qu'il n'y ait pas un accident plus ou moins grave. Donc on doit développer des pistes cyclables et puis on doit remettre en place un réseau de bus correct, qui passe à l'heure, dont les applications mobiles ne vous disent pas que le bus passe dans 5 minutes alors qu'une heure après il n'est pas passé, des bus qui soient confortables, pourquoi pas des bus électriques si on veut aussi agir pour notre environnement. Il y a dans tout ce que j'ai dit des choses que l'on peut faire rapidement. Aller identifier le foncier disponible pour mettre en place des parkings relais à des endroits stratégiques, ça ne devrait pas demander 6 ans. Et il y a des choses plus compliquées, comme les parkings en silo, parce qu'il faut quand même le temps de la construction, des contournantes à envisager également. On parle depuis des années de la déviation Asile-Balance. On n'a jamais vu l'ombre d'une étude. Un pont à bassin plat, à chaque fois qu'il pleut et que on a de l'eau qui coule, les voitures ne circulent plus et tout Saint-Pierre est paralysé parce qu'on a un radier qu'on n'a pas endigué depuis des décennies. Donc les solutions, la plupart sont déjà dans les tuyaux. Ce sont des choses dont on parle depuis très très longtemps. Elles n'ont pas été mises en œuvre. On reprendra les études et sûrement qu'il va falloir les réactualiser. Mais je pense quand même qu'il y a un certain nombre de projets qu'on peut remettre sur les rails, si vous me permettez le clin d'œil, assez rapidement en attendant qu'on ait un jour un tramway à Saint-Pierre. Et autre question de développement durable, les déchets. On a une montagne qui est montée à Pierrefonds là, et qui continue à monter vu que l'unité de valorisation énergétique, elle n'a pas commencé à brûler le moindre CSR. Je crois que vous avez reçu l'association Zéro Déchet qui propose donc de réduire à la source la production des déchets. Est-ce que vous avez intégré des propositions de cette association à votre programme et lesquelles ? Oui, tout à fait. Et il y a même des propositions que j'avais déjà intégrées avant de les rencontrer, notamment sur les déchets alimentaires, issus de l'alimentation. En tant que députée, j'avais été sensibilisée dès 2023 à une loi qui allait entrer en vigueur en 2024 et qui concerne l'obligation de compostage des déchets des cantines scolaires, mais aussi des hôpitaux, des EHPAD, etc. La loi a été votée à l'Assemblée nationale. Elle est en vigueur depuis maintenant plus d'1 an, mais elle n'est pas appliquée dans les collectivités et notamment pas à Saint-Pierre. Ce qui fait que les déchets des cantines scolaires se retrouvent dans les poubelles et continuent à faire
monter les montagnes de déchets dont vous avez parlé tout à l'heure. On a un exemple typique où la municipalité ne se conforme pas à la loi. La solution, il y a deux possibilités, soit d'installer des composteurs dans les écoles, soit de contractualiser avec une entreprise privée qui récupère et qui, elle, composte. Moi, j'ai fait le choix d'installer des composteurs dans les écoles, des écoles d'ailleurs que j'aimerais exemplaires en la matière, des écoles, des éco-écoles, comme je les ai nommées dans mon programme, avec des panneaux photovoltaïques, dont l'avantage serait de rendre l'école autonome en électricité, mais aussi souvent de refaire l'étanchéité des toitures terrasses de nos écoles vieillissantes, des citernes pour arroser notamment des potagers ou des jardins pédagogiques et ces fameux composteurs. Il s'agit de les multiplier et de sensibiliser dans les foyers pour que les écoliers qui ont vu le modèle à l'école puissent ensuite, eux, sensibiliser leurs parents. Je pense qu'il n'y a pas meilleure façon. Sur le tri des déchets, on a fait de la prévention et de l'éducation à l'école. Ce sont les enfants qui apprenaient aux parents comment il fallait trier la poubelle verte et la poubelle jaune. Donc on peut le refaire à ce stade-là. Et puis le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas. Donc là encore, c'est de la prévention. Il faut également que l'on développe les filières de recyclage. Je sais notamment que Emmaüs Grand Sud a un projet de construction d'une grande recyclerie. Il est en attente depuis maintenant très longtemps de l'aval de la mairie pour avoir le foncier, peut-être à Pierrefonds, puisque c'est là-dessus qu'ils avaient jeté leur dévolu, pour construire cette unité. Et ça permettrait de diminuer les montagnes de déchets. Et j'espère que après le mois de mars, et si la population m'a fait confiance, on pourra les aider justement à bâtir ce grand projet, puisqu'ils ont aujourd'hui la capacité financière de le faire. Il ne leur manque que le terrain. Tamatave vient d'être frappé par le cyclone Ghezani. On parle d'une ville détruite à 80-90%. On parle de 31 morts. Si on en vient à Saint-Pierre, au fait que la Réunion se trouve dans la même zone, à risque, est-ce que vous pensez que la ville de Saint-Pierre est prête à affronter demain un cyclone de cette ampleur? Et sinon, que faire? Je pense qu'on n'est jamais totalement prêt à affronter ce genre de catastrophe climatique. On doit s'y préparer, on doit envisager le pire, mais tant que ça n'est pas arrivé, je pense qu'on n'est pas prêt. On sait que les cyclones vont devenir de plus en plus violents et de plus en plus fréquents dans les années à venir. À Saint-Pierre, on a beaucoup de ravines qui ne sont plus nettoyées depuis très longtemps. On a une rivière qui n'est pas endiguée. Et donc je pense que l'on n'est pas totalement prêt à affronter ce genre de catastrophe. On doit, je pense, et c'est à l'échelle de toute la Réunion, les ravines et les rivières, elles sont très rarement à l'échelle d'une seule commune. Et notamment sur Saint-Pierre, elles prennent généralement leur source au tampon. Donc il faut une coopération intercommunale pour que l'on puisse mettre en œuvre les plans ravines, les endiguements nécessaires. Je pense aussi qu'il faut qu'on fasse un gros travail sur les normes de construction. Vous voyez ici, on est dans une belle case créole avec les volets à l'ancienne anticycloniques. Je ne suis pas persuadée que les nouveaux volets en aluminium soient capables de supporter les cyclones que l'on nous annonce. À une époque, nos anciens savaient construire. Ils avaient vécu le pire, ils construisaient solide et ils construisaient pour très longtemps. Aujourd'hui, on livre des logements sociaux notamment, qui au premier cyclone fuient déjà, et parfois même quand il n'y a pas de cyclone. Donc je sais que la région a inauguré il n'y a pas très longtemps la première école d'architectes de l'océan Indien. On a la chance de la voir. Et bien j'espère que dans cette école, on étudiera l'art de savoir construire à la réunionnaise et qu'on sera en possibilité de le développer. Et puis c'est également au maire, via son plan local d'urbanisme, d'édicter les règles de construction qui sont en adéquation avec les enjeux climatiques qui sont les nôtres. Et je sais que c'est contraignant, un plan local d'urbanisme. On vous dit comment construire, où construire, sur quelle superficie et de quelle couleur vous devez peindre votre maison. Mais je pense qu'aujourd'hui, plus que la couleur de la maison, ce qui importe, c'est quelle toiture on met,
quelle fenêtre, quel volet, quelle porte on met avec nos maisons. Est-ce qu'on construit en dur comme on a l'habitude de faire, ou est-ce qu'on laisse les nouvelles habitations containers, etc. Ça, c'est une vraie réflexion, et je pense qu'elle doit largement dépasser l'échelle de la Réunion, parce qu'il est très rare qu'un cyclone ne frappe qu'une ville. Et peut-être qu'il faut aussi freiner les appétits des promoteurs. La Chambre régionale des comptes relevait que la mairie de Saint-Pierre a surestimé sa progression démographique pour ouvrir de nouvelles zones à l'urbanisation. Est-ce que vous seriez la maire qui ferait un peu un moratoire et puis arrêterait le bétonnage de Saint-Pierre et de ces zones? Alors, le bétonnage, je pense que tout le monde l'a vu sur les 20 dernières années. Ici, on a la chance d'être dans un petit jardin, il fait frais. Ceux qui aujourd'hui habitent en immeuble n'ont même pas la chance d'avoir la plupart du temps un jardin partagé pour retrouver un peu de verdure. Donc arrêter, ça c'est une nécessité. On a aussi beaucoup de ce qu'on appelle de dents creuses. Au niveau des zones urbanisées, des habitations qui tombent en ruine, des maisons fermées qui sont inhabitées. Le plus souvent, la faute a des successions qui ne se règlent pas. Et c'est un véritable problème à La Réunion. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse aussi accompagner ces familles qui sont dans l'impasse. Parce que derrière une famille qui se déchire parfois pour l'héritage familial, on a un véritable problème de foncier dormant qui est inexploité, et on laisse au fur et à mesure. Alors non seulement c'est pas très beau d'avoir ces endroits, d'un point de vue de la salubrité publique, c'est une catastrophe, parce qu'une maison qui tombe en ruine, c'est des rats, c'est des nuisibles, etc. Mais aussi parce que si on repousse toujours plus en dehors de la ville les zones urbanisées, on est obligé de manger sur les zones agricoles, et je pense qu'on ne doit pas choisir entre se loger et manger, ou en tout cas manger local. Donc préserver les terres agricoles, c'est une nécessité. Construire différemment. Peut-être qu'au lieu de déclasser des hectares de terres agricoles pour construire des ensembles de 300, 400 logements, où justement on va concentrer la misère, comme on en parlait tout à l'heure, eh bien on peut aller chercher ces dents creuses et aller construire en zone urbanisée, peut-être plus petit, mais à taille plus humaine. Je voudrais parler de la jeunesse, parce que dans plusieurs de vos vidéos sur les réseaux sociaux, vous faites un peu la porte-parole de la jeunesse saint-pierroise. Là, si on a des jeunes qui nous regardent, qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui à cette jeunesse saint-pierroise? Moi, je leur dis, indignez-vous. Vous êtes jeunes, vous vivez dans un monde bouleversé. On vous accuse de tous les maux, de ne plus avoir le même sens du travail, le même goût de l'effort. Vous êtes de plus en plus diplômés, mais pour autant vous êtes toujours confrontés au chômage, même s'il faut relativiser, hein. Plus on est diplômé, moins on est chômeur, ça c'est une réalité. Vous avez du mal à quitter chez vos parents parce qu'il n'y a plus de logement ou que c'est devenu inaccessible. Lorsque vous vous présentez à un entretien d'embauche, on vous dit vous n'avez pas d'expérience, indignez-vous. Dites ce que vous avez à dire, ne restez pas dans votre coin. À l'époque des réseaux sociaux, ne vous en servez pas que pour scroller, faites-vous entendre, soyez innovants, et puis surtout, engagez-vous. Voilà. Pas simplement en politique, hein, mais engagez-vous dans la vie associative, dans la vie au quotidien, faites-vous entendre. Moi, j'ai eu la chance encore d'appartenir à une génération où il n'y avait pas Parcoursup. J'avais le droit de choisir ce que je voulais faire de ma vie, où il y avait peut-être un peu moins de chômage, et où l'accès au logement était moins difficile, où se déplacer était moins difficile aussi. J'imagine que si j'avais 18 ans aujourd'hui, j'aurais été dans la rue avec un mégaphone, mais en tout cas, je me serais pas tue. D'accord. Et Étienne nous a signalé qu'on n'est pas loin de l'heure. Je vais finir par cette question-là. D'ailleurs, je crois que vous êtes né au moment où Debré a quitté La Réunion. Bon, dans ces années-là, hein, 87-88. 87. Et ma question, c'est que si vous êtes élu, qu'est-ce que vous allez faire de la statue du général de Gaulle que Michel Fontaine a commandée, que David Lorion dit avoir déjà installée? Est-ce que vous allez la laisser? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne mémoire à honorer pour La Réunion? Est-ce qu'elle ne rappelle pas un peu trop l'ère Debré? Alors De Gaulle a été un grand homme et un grand président. C'est celui qui s'est battu contre le nazisme.
C'est celui qui a fait que la France est restée libre et que nous sommes aujourd'hui encore un pays où les mots liberté, égalité, fraternité peuvent être inscrits au fronton des écoles et des mairies. Donc si cette statue est érigée, bien évidemment je la conserverai. Et je pense qu'on pourra d'ailleurs y faire nos commémorations au moment des armistices. Ce sera un beau message, ce sera l'occasion que tous ces petits écoliers qui aujourd'hui sont dans les conseils municipaux des écoles, des collégiens, des lycéens, etc., découvrent l'histoire des 7 hommes qui seraient aujourd'hui très certainement effarés de voir que le parti qu'il a créé se rapproche dangereusement de ceux qu'il a tant combattus. Ok. Je pense qu'on peut passer à la petite session des questions rapides. Je crois que la session première, elle est pour toi, parce que rapide. c'est vraiment Oui. toi qui l'as trouvé. Et la Question-réponse. première, c'est marrant parce que le cas barré dans votre nom m'a rappelé un article que j'avais lu il y a de ça quelques années lorsque je vivais à Rennes. Et en fait, je voulais savoir si vous connaissiez un peu l'histoire de ce cas barré. Le Caire breton. Oui. Le Et justement, Caire- qui est une spécificité. Et je me demandais si vous Alors j'avais été interpellée, forcément je me suis un peu interrogée sur ce nom de famille. En fait c'est l'abréviation du Caire breton qui s'écrivait K-E-R, qui n'existe quasiment plus que chez nous, il y en a très très peu, puisqu'il y a eu une uniformisation de l'état civil à une époque et que les symboles un peu particuliers ont été supprimés. Donc moi, c'est pour ça que quand les gens me demandent comment on prononce, je leur dis on prononce Kerbidi. Et d'ailleurs, c'est un prénom que j'ai transmis à mon fils, enfin un nom de famille que j'ai transmis à mon fils et j'espère qu'il continuera d'exister. Voilà, on voit plus trop la bretonne en moi. Il y a eu beaucoup de métissage entre-temps, mais oui, je connais mes origines. Je passe de la bretonne au breton. 3 mots pour dire ce que vous inspire Patrick Le Breton. C'est un homme fort, déterminé et visionnaire. En tant qu'avocate, est-ce que vous défendriez un féminicide? Alors, en tant qu'avocate, oui. Moi, j'ai prêté serment il y a 13 ans maintenant. Je sais que c'est difficile à entendre pour les gens de se dire, et c'est souvent la question qu'on pose, mais comment vous faites pour défendre ceux qui ont touché un enfant, ceux qui ont tué, etc. Quand l'avocat prête serment, il fait le vœu de défendre avant tout la justice. Et donc, pour que la justice vive, il faut que tout le monde ait droit à un procès équitable. En tant qu'avocat, on défend une personne, on ne défend pas son acte. Donc, en fait, je ne défends pas un féminicide, je défends une personne qui a commis cet acte. Et mon but, c'est que les règles du code de procédure pénale soient respectées, c'est que les juges soient impartiaux, c'est que son procès soit équitable. Ensuite, le jugement, ça n'est pas mon affaire. C'est celui des magistrats. Et d'ailleurs, je pense que c'est une responsabilité immense que d'avoir à juger quelqu'un. Quand on est étudiant en droit, on a toujours, à un moment donné, le questionnement de son orientation professionnelle. Et je pense que moi, j'aurais pas pu être juge. Ni procureur, d'ailleurs. Voilà, j'ai fait le choix d'être avocate. Je défends des femmes, des hommes et parfois des enfants. La façon dont ils sont jugés m'importe. La peine, en revanche, ne m'incombe pas. Quelle est la plus grosse erreur que vous ayez commise? Plus grosse erreur que j'ai commise. Je crois qu'une fois, quand j'avais 17 ans, j'ai dit des choses pas sympas à mon père et je l'ai vu pleurer pour la première fois. J'ai été très injuste. Il travaillait beaucoup. Il était un gros travailleur. Il était instituteur. Mais moi, je le voyais travailler même pendant les vacances scolaires, très tôt le matin. Et c'est vrai qu'à la maison, c'était plutôt maman. Voilà, qui faisait faire les devoirs, etc., même si c'était un papa présent. Et aujourd'hui, que je suis si engagée et si occupée, et que je suis moi-même maman, je me dis que j'ai été très injuste vis-à-vis de lui, et que je ne suis pas présente le tiers du temps qu'il m'a consacré étant enfant. Je le paierai sûrement un jour, mais si je pouvais remonter le temps, je pense que jamais je ne lui dirais ce que je lui ai dit. Et à l'inverse, à quand remonte votre dernier fou rire? Oh, la semaine dernière, je pense. Et qu'est-ce qui l'a provoqué?
3 fois rien. On discutait avec des amis sur un mot. Les fous rires sont souvent inexplicables et c'est le bon moyen de décharger un peu le stress, l'anxiété et les problèmes du quotidien. Donc de temps en temps, même quand tout est difficile, il faut savoir rire un bon coup. Merci Émile Camélie. Merci à vous. Ouais, merci.